En mai 2019, Kenny Rogers agonise dans un hôpital de Géorgie. Les médecins ont préparé sa famille au pire, et tout le monde croit que la fin est proche. C'est alors que Dolly Parton entre dans la chambre porteuse d'un secret que personne d'autre ne connaît. Elle a fait entrer clandestinement du matériel d'enregistrement et convainc discrètement Kenny de chanter une dernière fois. Ce qui suit stupéfie tous les présents. Sa voix tremble et se fissure chaque ligne sonnant comme un adieu écrit en musique. Le personnel de l'hôpital tente d'intervenir, mais Dolly refuse d'arrêter. Cet enregistrement deviendra la chanson la plus déchirante jamais jouée à la radio. Kenny Rogers est né le 21 1938 dans un modeste hôpital de Houston au Texas. Son nom complet est Kenneth Donald Rogers et il est le quatrième d'une famille de 8 enfants. La famille vit dans un 2 pièces exigu au sein d'un projet de logement gouvernemental connu sous le nom de San Felipe Courts. L'argent est toujours rare. Certains soirs, le dîner se résume à du beurre de cacahuète étalé sur du pain. Dans les 1940, le meilleur salaire hebdomadaire de son père est de 75 $, ce qui suffit à peine à couvrir le loyer et la nourriture. Kenny n'a jamais appris à rester assis. Il récure les soldes dans un magasin de chapeaux pour 9 $ par semaine. Il porte de lourds plateaux à l'hôtel Rice. Petit à petit, il économise 60 $, assez pour acheter une guitare chez Sears. Grandir dans la pauvreté le rend agité et ambitieux, et à l'âge de 17 ans, il devient la première personne de sa famille à obtenir un diplôme d'études secondaires. Des années plus tard, il se souviendra de ce moment à la télévision nationale avec une fierté discrète. Alors qu'il est encore à l'école, il forme un groupe avec quelques amis et lui donne un nom ambitieux, les Scholars. Le nom est ironique car aucun d'entre eux n'a de très bonnes notes, mais ils possèdent quelque chose de bien plus puissant, le rythme, le charme et la détermination. Ils jouent dans les bals locaux et les salles des vétérans, mélangeant des harmonies doo-wop avec une touche de swag à la Elvis. Ils enregistrent même une chanson intitulée « Pour Little Doggy » et parviennent à en vendre 3000 exemplaires autour de Houston. Le morceau attire l'attention d'une émission de télévision locale, et bientôt, Kenny se produit sur Jivetown. À l'automne de 1957, alors qu'il n'a que 19 ans, Kenny entre dans un studio d'enregistrement de Houston et enregistre une chanson intitulée « That Crazy Feeling ». Le petit label qu'il édite a des attentes modestes, mais le disque explose. Plus de 30 000 exemplaires se vendent au Texas en un peu plus de 2 mois, et il se hisse à la 3e place des hit-parades locaux. Ce succès attire l'attention nationale et peu de temps après, Dick Clark l'invite à participer à l'émission American Bandstand. Le 15 1958 février, l'Amérique voit Kenny Rogers pour la première fois à la télévision nationale, vêtu d'une veste bleu poudre et chantant avec tout ce qu'il a dans le ventre. La chanson n'a jamais dépassé le 51e rang du palmarès national, mais peu importe. La caméra l'aimait. Pourtant, avant la célébrité, avant les ballades country et les rôles au cinéma, il y avait un jeune homme profondément amoureux. Le 15 1958 mais 3 mois seulement après la sortie de That Crazy Feeling, Kenny, âgé de 19 ans, a épousé Janice Gordon dans un palais de justice tranquille de Houston. Elle avait 18 ans et était déjà enceinte de 3 mois. Kenny n'avait pas grand-chose à son nom. Il a emprunté 75 $ pour le certificat de mariage, a porté son seul costume à la cérémonie et est allé directement du mariage à son poste de travail dans un entrepôt de moquettes. Le 15 septembre, leur fille Caroline est née. À l'époque, Kenny a déclaré plus tard que toute sa valeur nette consistait en une trompette mise en gage et une Oldsmobile cabossée qui, disait-il en plaisantant, valait plus que le mariage lui-même. Pourtant, il était déterminé à faire fonctionner les choses. Il planifiait des concerts dans des clubs sur des bouts de papier glissant des spectacles à 15 $ entre les quarts de travail à l'usine et les changements de couches. Le rythme était chaotique et épuisant, mais il a révélé à quel point il était prêt à se battre pour sa famille et pour son rêve. Tout le monde ne croit pas en lui. Les parents de Janice sont convaincus qu'ils tirent leur fille vers le bas. Dans ses 2012 mémoires, Kenny écrit qu'il pense qu'il a ruiné sa vie. Sa mère encercle les offres d'emploi dans le journal au petit déjeuner et les fait glisser sur la table pendant que Kenny griffonne des notes de guitare.
À Noël, dans 1958, ils offrent au jeune couple un seul cadeau, une photo encadrée du groupe de Kenny. Ils ne l'accrochent même pas au mur. Au lieu de cela, ils posent un ultimatum: s'il ne peut pas promettre un salaire régulier dans un an, Janice doit rentrer à la maison. Kenny essayait de cacher sa douleur, mais chaque dîner familial ressemblait à un entretien d'embauche qu'il ne pourrait jamais réussir. La pression l'épuisait et elle épuisait le mariage. En octobre 1959, tout s'est effondré. Leur fille avait 6 mois. Un soir après une vive dispute, Kenny est sorti pour se rafraîchir. Lorsqu'il est revenu, Janice et sa mère étaient partis. Chaque couverture, chaque jouet avait été emballé et emporté. Les papiers de divorce ont suivi et en avril 1960, le mariage était officiellement terminé, seulement 686 jours après qu'il ait commencé. À cette époque, Kenny est en tournée avec le Bobby Doyle Trio, jouant 6 soirs par semaine, gagnant $55 par concert et dépensant la majeure partie de cette somme en chambre d'hôtel. Des années plus tard, il déclare à Fox News: « La musique est devenue ma maîtresse, et c'est la maîtresse qui a gagné. » Dans 1960, Janice se remarie. Son nouveau mari a un emploi stable et un foyer stable à Dallas. Ce n'est pas le cas de Kenny. Il vit toujours dans ses valises et court les scènes, et il prend alors une décision douloureuse. Il a accepté par écrit de prendre du recul et de ne voir sa fille qu'une fois par semaine pendant 2 heures. « Je serai son père », a-t-il dit, mais il serait son père. Il a essayé de tenir cette promesse, mais à la fin de l'année, son emploi du temps l'avait amené à manquer 42 des 52 visites. Finalement, il s'est retiré complètement. Cela lui a brisé le cœur, mais il pensait que c'était le seul choix juste. En 1980, Kenny Rogers faisait salle comble dans les arènes du monde entier. Le public chantait The Gambler et Lady, mais une note non résolue ne le quittait jamais. Il n'avait pas vu sa fille depuis 15 ans. Il tenta d'arranger les choses en menant Janice et Carol à Hawaï, dans l'espoir de retrouvailles. La semaine se termina dans le silence et une distance inconfortable. Ce fut un échec. En 2012, il prononça enfin les mots à voix haute. Il avait choisi sa carrière plutôt que son premier enfant, et c'était une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. 3 ans plus tard, lors de sa dernière tournée devant 12 000 personnes à Atlanta, il s'est arrêté au milieu d'une chanson. Il a dit à la foule que le succès avait pris des choses que l'argent ne pourrait jamais remplacer, comme apprendre à sa fille à faire du vélo. À ce moment-là, le public a compris ce qu'il voulait vraiment dire lorsqu'il chantait à propos des joueurs et des chances. Pourtant, Kenny Rogers n'a pas accédé à la célébrité comme le joueur barbu dont le monde se souvient. Lorsqu'il est arrivé à une répétition à Los Angeles, le 3,1966, mai, il avait 27 ans, portait une contrebasse et sortait de petits concerts de jazz. Ce jour-là, il a rejoint les New Christy Minstrels, un célèbre groupe folk de 30 membres qui avait déjà remporté un Grammy et vendu plus de 5 millions de disques. Kenny gagnait $50 par nuit dans les clubs de Houston, mais il montait maintenant sur les scènes de la télévision nationale, regardé par près de 20 millions de téléspectateurs. La visibilité s'accompagne de règles strictes, il doit se raser la barbe et porter un blazer vert brodé au nom du groupe. Ce n'est pas très glamour, mais ça marche. Les ventes d'albums augmentent de 12% et leur album de Noël 1966 atteint la 73e place du Billboard 200, leur meilleur démarrage en 2 ans. Moins d'1 an plus tard, en mars 1967, Kenny et 4 autres membres avaient atteint leur point de rupture. Ils étaient fatigués qu'on leur dise quoi chanter et qu'on ne leur donne jamais d'argent. En avril 10, ils sont partis ensemble et ont loué un studio bon marché à Hollywood pour $28 par nuit. Ils se sont appelés The First Edition. Kenny s'est réinventé, il s'est laissé pousser les cheveux, s'est percé l'oreille et a investi chaque dollar qu'il possédait, soit environ $8 000 dans un nouvel équipement et un nouveau son. En l'espace de 6 semaines, Reprise Records les signe. Ce n'est pas une grosse affaire en termes d'argent, ils ne reçoivent que $15 000, mais ce qui compte, c'est la liberté. En seulement 36 heures, ils enregistrent 8 chansons, plus que ce qu'il avait été autorisé à faire en une année entière avec les Ménestrels. Le 10 octobre 1967, ils enregistrent un titre sauvage et flou, intitulé
Just Dropped In. Glenn Campbell joue tranquillement l'intro. Lorsqu'il arrive sur les ondes en janvier 1968, il explose. Le 17 février, la chanson atteint la 5e place du Billboard Hot 100, Les paroles ressemblent à un rêve tripant, mais elles mettent en réalité en garde contre le LSD. La chanson s'est tout de même vendue à près de 2 millions d'exemplaires en seulement 4 mois. Les soldats au Vietnam la jouent sur les jukebox, et le groupe obtient même une place dans le Smothers Brothers Comedy Hour. Les censeurs ont coupé le mot psychédélique, mais cela n'a pas d'importance. Kenny est arrivé. En mai 1969, Promoteur annonce déjà des concerts, en utilisant uniquement le nom de Kenny. La maison de disques se penche sur la question. Leur 4e album sort sous le nom de Kenny Rogers and the First Edition. Ce léger changement a eu un impact considérable. La part de Kenny provenant de la composition de chansons a doublé, passant à 50%. Et sa rémunération pour les concerts est passée à 2500. Cela a mis fin à certaines disputes en coulisses pour savoir qui avait la vedette, mais cela a également laissé entendre qu'il pourrait un jour se lancer dans une carrière en solo. Ironiquement, le premier succès sous ce nouveau nom n'est même pas chanté par Kenny. Ruby Don't Take Your Love to Town est chanté par le guitariste Terry Williams. Il se classe tout de même au 6e rang et se vend à 2 millions d'exemplaires. Le changement de marque a fonctionné peu importe qui chantait. Dans 1960 et 11, au lieu de courir après les apparitions dans les talk-shows, comme d'autres groupes, les First Edition ont eu leur propre émission. Dans un studio de Toronto, ils ont construit un faux décor de bateau sur le fleuve Mississippi. L'émission s'appelle Rollin' on the River et débute le 18 septembre 1960 et 11, Elle est diffusée sur 163 stations, plus que le Ed Sullivan Show n'en a jamais eu. Chaque samedi soir, Kenny accueille des invités comme B.B. King et Cheech et Chong, puis joue avec eux sous les cheminées à vapeur. Lors de sa première saison, l'émission a rassemblé en moyenne 7,2 millions de téléspectateurs, battant même la famille Partridge dans certaines villes. En 1972, ils ont dû réduire l'émission à 30 minutes, mais elle comprenait toujours 48 numéros et utilisait plus d'1 tonne de glace sèche. L'émission s'est terminée en 1973. Kenny envisageait déjà de se lancer en solo, mais il avait réussi quelque chose de rare, un tube de rock psychédélique et une émission de variété à la télévision avant son 35e anniversaire. Sur le plan personnel, le second mariage de Kenny n'a pas duré longtemps. Le 3 octobre 1960, il a épousé Jean dans une église de Houston. Ils sont sortis ensemble avant l'heure du déjeuner, mais le soir même, les choses semblaient déjà mal engagées. Kenny a déclaré plus tard qu'ils avaient tous les deux réalisé en 48 heures que c'était une erreur. Pourtant, ils sont restés ensemble parce qu'il était soudainement célèbre et que les managers pensaient que le fait d'être marié le rendait plus commercialisable. Le spectacle devait continuer. Il s'est terminé tranquillement le 24 avril 1963, Ils ne se disputaient pas pour l'argent ou les maisons. La seule chose pour laquelle ils se battaient était une minuscule télévision noir et blanc de 15 pouces de large. C'est Jean qui l'a eue. Cet été-là, Kenny vivait dans un motel bon marché à Los Angeles, écrivant des parties de basse pour des chansons comme Just Dropped In. Ce divorce rapide a donné le ton à tout ce qui est arrivé par la suite. 6 mois seulement après la signature des papiers, il s'est remarié pour la 3e fois. Le 15e octobre 1963. Il épouse Margot Anderson, une mondaine texane, âgée de 23 ans. Elle est déjà enceinte, et leur fils Kenneth Ray Rogers Jr., né le 24 mai 1964, Kenny, n'est guère présent. En 1964 seulement, il était sur la route 280 nuit, pendant que Reuben James grimpait dans les charts. Des années plus tard, dans une interview de 1978, Kenny a dit qu'il n'avait vu son petit garçon que 9 jours pendant ses 6 premiers mois. Il lui a envoyé des polaroïdes au lieu de lui faire des câlins. Margot n'était pas contente. Elle a gardé tous les reçus de couches et les a envoyés au comptable de sa tournée. Pour faire bonne mesure, un seul mois lui a coûté plus de 400, Kenny a conservé ses reçus et les a mentionnés dans ses mémoires, preuve d'une famille étirée jusqu'au point de rupture. En 1975, la première édition s'était séparée et Kenny se lançait en solo. Sa chanson Lucille commençait à prendre de l'ampleur et cette année-là, il donna 210 concerts. Margot a demandé le divorce en avril.
Elle a déclaré au tribunal que l'absence constante de Kenny lui causait un stress émotionnel extrême. Les registres officiels ont montré que Kenny n'avait été à la maison que 7 nuits au cours des 4 premiers mois de l'année. Le divorce est prononcé le 15e juillet 1975, Margot obtient à la maison une Buick et 60 000 $ en liquide. Cela peut sembler peu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était beaucoup. C'est alors qu'est arrivée Marianne Gordon. Elle l'a rencontrée sur le plateau de Hee-Haw arborant son sourire d'actrice et le genre de charme tranquille qui pouvait prendre même Kenny Rogers au dépourvu. Le 1er octobre 1977, elle devient sa 4e épouse. Le moment est presque surréaliste 5 mois seulement avant que le joueur n'atteigne la première place et que Rogers ne devienne une légende. Pour la première fois, les 2 moitiés du mariage étaient des célébrités, mais leurs vies se sont rapidement séparées sur des orbites différentes. Elle tournait Look What's Happened to Rosemary's Baby, tandis qu'il jouait plus de 100 spectacles par an et construisait un domaine de rêve de 1200 acres en Géorgie avec un terrain de golf privé. Le 15e novembre 1978, Kenny a sorti un morceau de 3 minutes intitulé The Gambler. La chanson s'est hissée à la première place du palmarès country, a atteint la 3e place du palmarès Adult Contemporary et s'est même hissée dans le top 20 du Billboard Hot 100, La chanson a porté Kenny jusqu'au 22e Grammy Awards annuel et a remporté le prix de la meilleure performance vocale masculine country en 1980, La sagesse de la chanson tient en seulement 271 mots, et de tous ces mots, celui qui a été répété le plus souvent était non. Mais ce n'est pas seulement le single qui a décollé. Une semaine avant Thanksgiving, l'album 1978, The Gambler est sorti et il a frappé encore plus fort. Il s'est hissé à la première place du classement des albums country et a atteint la 12e place du Billboard, 200, Peu de disques country avaient fait ce bond. En 1983, il s'était vendu à plus de 4 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Puis un événement inattendu s'est produit. Le 8 avril 1980, CBS a diffusé un film pour la télévision intitulé Kenny Rogers as the Gambler. Personne ne savait à quoi s'attendre, mais le film est devenu un énorme succès. Elle a remporté un Eddie Award pour le montage, a été nominée aux Emmy Awards et a convaincu CBS de continuer. Les suites sont venues en 1983, 1987, 1991, et 1994, Chacune reprenait là où la précédente s'était arrêtée, transformant cette courte chanson de 3 minutes en une saga de western de 9 heures. En 1994, c'était devenu une véritable franchise télévisuelle. Et ça marchait. L'une des suites est même devenue le western le plus populaire de la saison, avec Rogers en vedette aux côtés de Bruce Boxleitner. Et puis est arrivé Dolly. Le 19 août 1983, Kenny et Dolly ont sorti Islands in the Stream, écrit par les Bee Gees. 7 semaines plus tard, il a atteint la première place du Billboard Hot 100, détrônant Total Eclipse of the Heart. En même temps, il a été en tête des classements country et adult contemporary, faisant d'eux le premier duo country à occuper ces 3 places depuis Glenn Campbell en 1968, Le single a connu un succès rapide avec plus de 4000 passages à la radio la première semaine et à Noël, il s'était vendu à 2 millions d'exemplaires. En 2023, la RIAA a mis à jour ses chiffres. Islands in the Stream est désormais triple disque de platine avec plus de 3 millions d'unités certifiées vendues. Malgré leur célébrité, Kenny et Dolly n'ont enregistré officiellement que 5 duos en 30 ans. 5 seulement. Islands in the Stream a été le premier duo en 1983, suivi de Love is Strange, Real Love, Christmas Without You, et enfin You Can't Make Old Friends en 2013, Mais ce qu'ils n'avaient pas en quantité, ils l'ont compensé en impact. 3 des 5 titres ont atteint la première place du Hit Parade national. L'un est devenu un phénomène pop, l'autre a obtenu une nomination au Grammy in 2014, Kenny aimait à dire que ses statistiques étaient meilleures que celles de la légende du baseball Ted Williams. Il n'avait pas tort. Les fans ont toujours voulu voir une romance entre eux, mais cela n'a jamais été le cas. Dolly a un jour appelé Kenny le seul homme que j'ai jamais vu qui rende les cheveux blancs sexy. Il était comme un grand frère pour moi, dit-elle dans 2014, Kenny le dit aussi. Ils ont flirté pendant des décennies, mais ont délibérément gardé les choses platoniques.
Il y a même eu des plaisanteries en tournée. Les gérants de salles ont parié sur la ville où le public aurait enfin l'occasion de les voir s'embrasser. Cette retenue a fait partie de la magie. Puis est arrivée la chanson qui a tout changé, You Can't Make Old Friends. Le 2 juillet 2013, ils se sont réunis à Nashville pour l'enregistrer. Rogers était 74, alors qu'il chantait la ligne What Will I Do When You Are Gone, le studio est devenu silencieux. L'ingénieur du son se souvient que des gens essuyaient des larmes avant même la fin du premier couplet. Rogers lui-même a dû interrompre l'enregistrement plus d'une fois pour se ressaisir. La chanson n'a atteint que le numéro 57 dans les hit-parades, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Son clip a atteint 1 million de vues en 10 jours. Étonnant pour un couple dont le fan moyen était déjà quinquagénaire. Parfois ce ne sont pas les chiffres qui comptent, c'est la vérité. Puis il y a eu son 5e mariage. Tout a commencé dans 1992, à l'intérieur d'un restaurant italien tranquille d'Atlanta. Kenny Rogers avait un rendez-vous à l'aveugle, mais il ne pouvait s'empêcher de fixer la serveuse de 26 ans qui se trouvait de l'autre côté de la salle. Elle s'appelait Wanda Miller. Il n'a pas prêté attention à la femme avec laquelle il était censé être, il a juste regardé Wanda. À la fin de la soirée, il lui a laissé son numéro de téléphone, mais elle l'a jeté. Pourtant, quelque chose en lui la rendait curieuse. Elle a fini par rappeler. Ce coup de fil s'est transformé en 5 années de rencontres. Les parents de Wanda n'ont pas été faciles à convaincre, d'autant plus qu'ils avaient 2 ans de moins que Kenny. Mais il a lentement gagné leur confiance. Le juin 1997, Kenny et Wanda se sont mariés dans son immense ranch de 1000 acres, à Athènes. Il avait alors 59 ans et il a fait une promesse, plus de spectacles de 200 par an. Il a réduit ses activités, se produisant moins de 50 fois par an pour faire de la place à quelque chose de nouveau dans sa vie. Cette chose est arrivée en 2004, Le 6 juillet, à l'âge de 65, Kenny Rogers est devenu père à nouveau. Wanda, qui avait 34 ans de moins que lui, a donné naissance à des jumeaux. Justin Charles pesait 6 livres et 10 onces, et Jordan Edward 5 livres et 8 onces. Cela s'est passé à Atlanta, et pour Kenny, tout a changé du jour au lendemain. Il avait déjà 3 enfants adultes, mais le fait d'avoir des jumeaux nouveau-nés à son âge lui a fait tout repenser. Il a cessé de courir après les tournées. Les samedis ne sont plus consacrés aux arènes ou aux interviews, mais aux super samedis. Des petits déjeuners chez McDonald's, des courses de voitures ridicules, des heures chez Chuck E. Cheese et des jeux sans fin dans la cour. Il a même construit un vrai train miniature juste pour eux. Il voulait que les garçons sachent que pour lui la famille passait avant tout. Ses amis se moquaient de lui disant que le joueur avait échangé les cartes contre le picabou, mais Kenny ne plaisantait pas lorsqu'il disait que le temps passait vite. Il voulait mettre 20 ans de souvenirs dans 10 virgules et vers 2025 virgules, lorsque les jumeaux ont eu 21 virgules, ils ont gardé le super samedi vivant dans sa mémoire. Ils étaient grands plus d'1,80 m barbus comme leur père et continuaient à honorer l'enfance qu'il leur avait donnée. En mai 2019, le monde s'inquiète. Kenny est transporté d'urgence dans un hôpital de Géorgie pour ce que son équipe appelle une déshydratation sévère. Il est 80, mais les médias s'enflamment. Des rumeurs ont couru selon lesquelles il était mourant, qu'il avait appelé Dolly Parton pour lui dire au revoir, que les soins palliatifs étaient déjà en place. Son porte-parole a qualifié tout cela de désinformation sauvage, tout en admettant que Kenny resterait à l'hôpital pendant un certain temps pour se rétablir. Ce que personne ne savait alors, c'était l'ampleur de la douleur qu'il dissimulait. L'arthrite lui tordait des genoux. Une opération du dos datant de plusieurs années lui causait encore des problèmes. Son cholestérol était un problème depuis des dizaines d'années. En 2014, il avait été opéré d'une affection dangereuse de l'intestin. Les médecins craignaient qu'elle ne réapparaisse. Ils l'ont surveillé de près pendant 2 semaines. À l'extérieur de l'hôpital, des fans se sont rassemblés avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Stick around Kenny ». Il a même envoyé une vidéo souriant et disant « Déshydraté, oui, vieux dans mes cartes, pas aujourd'hui ». Mais ses proches admettent discrètement qu'il s'agit de la plus grave alerte sanitaire depuis son opération du cœur en 2011. Un an plus tôt, en avril 2018, il avait choqué ses fans en annulant les 8 derniers concerts de sa tournée d'adieu baptisée The Gambler's Last Deal qu'il avait emmené dans le monde entier. 200 spectacles sur les 5 continents, mais à 79, son corps ne suit plus. Il a des vertiges sur scène, puis les médecins lui disent d'arrêter. Il les écoute.
Il ne voulait pas sortir et avoir à s'excuser. Des concerts en Caroline du Nord et à Londres ont été annulés du jour au lendemain. Le Stagecoach Festival a dû effacer son nom de ses affiches. Il n'a même pas pu chanter une dernière chanson avec Dolly Parton comme il l'avait espéré. C'est la première fois en 6 décennies qu'il n'a pas terminé une tournée. Son dernier concert a été de 5003 représentations. Depuis 1957, il avait consigné chacune d'entre elles dans un carnet de cuir. Puis, une semaine après sa mort, le monde a entendu une chanson qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Elle s'intitulait « Goodbye, au revoir ». Elle avait été écrite des années plus tôt par Lionel Richie et enregistrée tranquillement en 2009, Elle n'a jamais été publiée, restant là à attendre. Jusqu'en mars 27, 2020, une simple guitare, la voix de Kenny, plus douce, un peu plus tremblante. Les premiers mots qu'il a chantés étaient « No more kisses, no more I love you ». C'était comme une dernière lettre. Le refrain murmurait « There's peace in where you are, maybe all I need to know ». Il y a de la paix, là où tu es peut-être tout ce que j'ai besoin de savoir. Lionel a plus tard partagé qu'il avait écrit cette chanson en 1981 après avoir regardé Kenny prier en coulisses. Il a toujours su que la chanson trouverait son moment, et c'est ce qui s'est passé. En seulement 2 jours. Goodbye a été écouté 2,3 millions de fois sur Spotify, plus que n'importe quelle chanson de Kenny en une seule semaine. Les critiques ont dit que c'était sa version de My Way, l'adieu parfait, sans savoir que ce serait le cas. À 10,25 p.m. le mars 2020, Kenny Rogers s'est éteint. Il avait 4 ans et demi et était chez lui à Sandy Springs en Géorgie. Wanda était là ainsi que les jumeaux, ses 3 enfants plus âgés aussi. Une infirmière a déclaré plus tard que ces derniers mots ont été adressés à son petit-fils Kyle lors d'un appel FaceTime. Il lui a dit d'être gentil, de rester unis. En raison du Covid-19, il n'y a pas eu de grandes funérailles publiques. Mais dans tout le pays, les lumières ont été éteintes en son honneur. Le grand Oléopris a été plongé dans l'obscurité. L'Astrodome de Houston a fait de même. Même Las Vegas a joué les paroles de Lady à travers son ciel de néon. Le 25 mars, il y a eu un petit service privé. Ses cendres ont été placées dans une urne en cèdre qu'il avait lui-même sculptée. Elle comportait un joker d'un côté et une pile de jetons de poker de l'autre. Wanda a dit qu'il ne voulait pas de tombe. Il voulait juste que les îles dans le courant soient jouées assez fort pour que le ciel puisse les entendre. En fin de compte, il avait vendu 120 millions de disques, gagné 3 Grammy et laissé derrière lui 5 enfants. Son plus jeune était 16, son aîné était 66, The Gambler a finalement fini de jouer, mais sa musique et ses Super Saturday n'ont jamais cessé. En 2013, quand Kenny était 75, il a finalement reçu l'appel qu'il avait attendu pendant des décennies. Le Country Music Hall of Fame l'a intronisé le 27 octobre à Nashville, aux côtés de Garth Brooks et de Barry Gibbs. Tout le monde pensait que cela avait pris trop de temps. Il avait déjà un album de diamant, 3 Grammy, et avait été honoré au Kennedy Center. Pourquoi le Hall a-t-il attendu la 55e année de sa carrière? Kenny a plaisanté en disant que cela lui donnait le temps d'amener ses jumeaux qui avaient 8 ans à l'époque. Il est devenu très émotif lorsqu'ils ont touché la plaque de bronze portant son nom. Cette nuit-là a également marqué quelque chose d'inhabituel. Kenny est désormais le seul artiste à avoir été intronisé à la fois au Country Music Hall of Fame et au Gaming Hall of Fame grâce à son spectacle Las Vegas Gambler. Très peu de personnes dans le Panthéon ont atteint la première place des hit-parades pop, mais Kenny l'a fait 2 fois. Une fois avec Lady et une fois avec Islands in the Stream. Il est allé bien au-delà de la country. Il ne pouvait plus l'ignorer. En 46 ans, Kenny est devenu père 5 fois, chaque enfant vivant une vie complètement différente. Sa première fille, Caroline, est née en 1958, Elle a été élevée discrètement sous le nom d'un autre homme après que Kenny ait renoncé à sa garde à l'adolescence. Elle est devenue professeure de psychologie en Géorgie. Elle n'a jamais donné qu'une seule interview. Kenny Rogers Jr. vient ensuite en 1964, Il s'essaie au métier d'acteur, apparaît dans des séries comme MacGyver, puis crée une société de production de films confessionnels. En 1981, Christopher est né. Il ne veut rien savoir du show business. Il répare de vieilles caravanes Airstream dans le Tennessee. C'est alors qu'arrivent les jumeaux dans 2004, Lors de la remise des diplômes de leur lycée en 2023, les 2 garçons portèrent des blouses violettes. Justin voulait étudier l'ingénierie audio.
Jordan rêvait d'être biologiste marin, affirmant qu'il voulait protéger les océans que son père avait parcourus lors de ses tournées. Kenny avait dit un jour qu'il ne forcerait jamais ses enfants à être sous les feux de la rampe. Il le pensait vraiment. Ils ont tous suivi leur propre chemin.